Le mot féminisme, puisque le féminisme combat toutes les formes de domination, il agit pour l'égalité dans tous les domaines de la vie, il remet en cause le patriarcat qui assigne les femmes dans l'espace privé et les hommes dans l'espace public. Le féminisme, c'est vrai, est dans un sens révolutionnaire, il veut déconstruire la culture patriarcale omniprésente en politique comme en économie et dans tous les savoirs, à savoir des sciences à l'histoire, de la littérature aux arts. Il est subversif car il tend vers un changement profond de la société. Je vous rappelle que les femmes sont majoritaires dans les emplois précaires du commerce, de la restauration, du nettoyage. Elles sont 49,6% des salariés et 56% des salariés justement qui travaillent le dimanche sont des femmes. Les lois du gouvernement institutionnalisent le temps partiel et flexible qui touchent les femmes déjà les plus pauvres, habitant dans les zones urbaines sensibles. Pour vivre ou survivre, elles s'organisent contre ce système pervers et discriminatoire, ce système qui conduit en fin de carrière à ce qu'elles aient des retraites inférieures de 42% à celles des hommes. Et dans des conditions difficiles, je tiens à souligner que les femmes mènent des luttes courageuses, diverses et variées, comme ces femmes de ménage des des hôtels-palaces sur Paris, de la région parisienne, qui par leur action ont obtenu satisfaction sur leur salaire et ont ouvert de nouveaux chemins vers la solidarité collective, comme ces femmes immigrées également, travaillant dans les salons de coiffure, esclaves de leurs geôliers, les ayant privés de leurs papiers, et qui pour certaines ont obtenu leur régularisation, d'autres poursuivant la lutte, ou encore ces femmes prostituées qui ont témoigné à visage découvert contre DSK, au procès Carlton, un procès public qui a fait changer de trottoir, le mot est quand même bien placé, ceux qui venaient à son secours lors de son arrestation en parlant de dépoussage de domestiques et ceux qui rigolaient quand nous parlions de stéréotypes machistes d'un autre temps. Nous sommes en campagne électorale pour l'élection des conseils départementaux et au cœur des rencontres, la dimension sexuée de la pauvreté, de la précarité, de remise en cause des droits sociaux et des services publics ne nous échappe pas. Cette élection est pour la première fois paritaire, mais on ne va pas jusqu'au bout en instituant la proportionnelle, ni d'ailleurs en instituant la parité dans les exécutifs à tous les niveaux de décision. Nos candidats osent l'espoir d'une politique sociale, féministe ou environnementale. Ils agissent pour des droits nouveaux, pour l'égalité, la mise en place d'observatoires pour l'égalité, d'ailleurs dans chaque département, contre les violences faites aux femmes, pour réorienter l'argent et satisfaire les besoins de la petite enfance, du logement, de la culture, du sport et du transport, entre autres. Alors que nous disons non à l'austérité, oui à l'émancipation des femmes, de leur liberté, il est vraiment insoutenable d'assister à des manœuvres complaisamment relayées par les médias, banalisant les discours de haine, partis d'extrême droite dans cette campagne. Paraît important d'en parler, parce que ce parti veut se faire passer pour autre que ce qu'il est sur le terrain, là où il dirige les municipalités, un parti qui mène une campagne qui frappe les plus modestes, supprime les aides sociales, s'en prend aux familles populaires, aux services publics, tous les services publics, la liste est longue. Alors qu'il n'oublie pas d'augmenter les propres indemnités de ses élus, refuse de voter contre la fraude fiscale, entre autres. Ce parti d'extrême droite fait croire aux femmes qu'il les défend, mais derrière ce langage très adapté, il doit être décrypté. Il a toujours combattu les luttes féministes, il continue de mettre en cause de nombreux combats féministes avec un seul objectif, faire rentrer les femmes à la maison, mettre au monde des enfants français pour repeupler la nation, tout en défendant la famille traditionnelle datant du Code civil de 1804, donc ils sont contre pour le mariage pour toutes et tous, tout en remettant en cause l'avortement en disant que les femmes ont, je cite, le libre droit de ne pas avorter. Voyez la nuance, comme si on les contraignait à avorter, c'est une partie de plaisir, tout en parlant d'avortement de confort pour les plus riches et prenant le déremboursement de l'IVG. Ce parti chérit donc la société patriarcale, veut redonner du pouvoir dominant. Il a aidé à faire reculer les ABCD de l'égalité dans les écoles, veut enterrer la PMA, protection médicalement assistée pour les femmes, vote contre l'abolition de la prostitution, et lorsque Mme Le Pen combat soi-disant la GPA, gestation pour autrui,
Elle détourne son discours pour ne pas parler d'exploitation de femmes, de marchandisation du corps, dont elle n'a rien à faire d'ailleurs, et elle ne parle jamais d'égalité homme-femme. Elle ne parle que de salaire, si elle ne parle plus de salaire maternel mais de salaire parental, c'est pour faire croire au choix alors que c'est une pirouette. Les violences faites aux femmes qui touchent une femme tous les 3 jours, qui succombe au coup de son compagnon, et c'est valable quelle que soit l'origine dans tous les milieux sociaux, eh bien ce parti au service des puissants continue de nier que le foyer est la première cause de ces violences, préférant stigmatiser l'arrivée d'étrangers qui ne partageraient ni la culture, les mœurs de la France et son héritage soi-disant chrétien. On voit bien la nécessité de lutter contre tout cela, de lui opposer un projet politique alternatif qui prend en compte les rapports de nomination hommes-femmes et le caractère émancipateur du mouvement des femmes, qui a conquis des avancées dans tous les domaines. Des actions, puisque nous sommes toujours autour du 8 mars, participent à porter ensemble, femmes et hommes, le caractère subversif et émancipateur du mouvement féministe pour conquérir de nouveaux droits et amplifier les solidarités avec les femmes du monde. Nous sommes avec les femmes grecques qui soutiennent le gouvernement d'Alexis Tsipras pour obtenir un recul de Bruxelles et la rupture avec l'austérité, et nous sommes avec les femmes kurdes qui luttent armes à la main pour leur indépendance et leur liberté. La caravane féministe de la 4e marche mondiale des femmes est d'ailleurs partie le 8 mars du Kurdistan turc, va traverser l'Europe, la France et la Touraine les 2, 3 et 4 juin. C'est un événement mondial organisé par les femmes qui les conforte dans nos luttes universelles pour faire reculer l'obscurantisme et l'austérité. Et avec d'autres forces progressistes, associatives, féministes, nous sommes mobilisés pour donc construire les chemins de l'égalité hommes-femmes, du progrès social, de l'éradication des violences, de l'abolition de la prostitution et de la paix. Je salue parmi nous les représentants des associations féministes en Touraine. Nous voulons une autre société, ce qui pose comme question dans quelle société voulons-nous vivre. Et je donnerai 3 exemples autour de la liberté, le désir, la mondialisation, pour justement introduire ce dont Jocelyne va nous parler. Liberté, c'est bien évidemment un mot qui a un sens depuis la Révolution française de 1789, qui recouvre des droits humains, partie intégrante de notre Constitution. Dans notre Constitution, le corps est inviolable. Les lois sur la bioéthique, notamment de 1994, encadrent le don, ainsi que l'utilisation et l'élément du produit et produits du corps humain, le don du sang, du lait, des dons d'organes, de l'assistance à la procréation médicale et au diagnostic prénatal, etc. Cette loi interdit la gestation pour autrui, c'est l'article 227-12 du Code pénal. Comme ça sanctionne le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de le porter. Pour nous, en tant que concept absolu, et alors même que l'intéressé aurait donné son consentement, la dignité de la personne humaine est atteinte à l'occasion de ce consentement. Nul ne peut porter atteinte à sa propre dignité, ainsi l'a rappelé le Conseil de l'Europe en 1996. Aussi, lorsqu'on parle de liberté de disposer de son corps, il convient de rappeler le contexte dans lequel il s'est exprimé dans les années 70, lors des fortes luttes féministes, pour obtenir le droit à l'IVG, à la contraception. Il s'agissait pour les féministes de libérer le corps des femmes de l'oppression sociale et patriarcale, de la contrainte de la reproduction imposée par la société, d'avoir la liberté sexuelle et le contrôle des maternités, de dire « je suis mon corps, je suis un être vivant et intégral qui ne veut pas être morcelé, dissocié. Je ne suis ni un meuble, ni un objet. Je suis une personne qui n'est ni à vendre, ni à prendre, ni à louer, ni à échanger, ni à instrumentaliser. » La GPA, c'est une liberté de disposer du corps d'autrui. Voilà, la liberté de disposer de son corps, effectivement, d'être libre d'aimer qui l'on veut, n'engendre pas l'idée que la société admette que tout s'achète et se vende, que le corps se vende. Autrement dit, au nom du droit des personnes et de l'indisponibilité du corps, il s'agit de savoir si le corps humain est préservé par la loi, ou bien si on lui attribue une valeur d'usage et une valeur d'échange. Si aujourd'hui les formes anciennes de la servitude, de l'esclavage nous indignent, si l'humain est préservé, alors la maternité n'a pas de prix et l'enfant à naître non plus. Sur le désir, quelques mots. Est-ce que le désir aujourd'hui entraîne systématiquement une réponse, une solution à son propre désir?
Est-ce que cela ne conduirait pas à déresponsabiliser des personnes qui ne se sentiraient plus en situation d'assumer leurs propres désirs, hein, et donc se tourneraient vers l'État pour obtenir des réponses? Est-ce que le désir d'enfant pour des couples infertiles ou des couples qui ne peuvent pas en avoir doit passer par reléguer le corps au rang de marchandise, de spéculation? Une des raisons pour lesquelles le droit français prohibe de façon absolue les conventions de maternité pour autrui, appelées GPA, tient au fait que le bébé est vendu comme une chose et que la mère qui le porte est une esclave. Le mot, à mon sens, n'est pas abusif. L'esclave ne possède rien, ni son travail, ni son corps, ni ses enfants. Un couple n'est pas sexuellement neutre, il est fait d'une femme et d'un homme, ou bien de deux femmes, ou encore de deux hommes. Les notions de couple hétérosexuel et homosexuel ne peuvent donc pas remplacer l'homme, la femme, lorsqu'il s'agit de procréation. Certes, les techniques biomédicales de procréation, dont Jocelyne nous parlera, doivent-elles conduire à satisfaire la montée du désir, de l'individualisme, du narcissisme, dont le point culminant est le clonage? Il y a un marché pour la prostitution, 32 milliards d'euros par an dans le monde, 3 milliards en France. Il y a un marché pour la vente d'organes, la vente d'ovocytes. Voilà vers quoi nous mène l'idéologie néolibérale. Parler de gestation dans le désir de maternité s'accorde mal avec la banalisation du désir, car il s'agit de mettre le corps d'une femme, sans utérus, à disposition d'autrui. Ce n'est pas parce que la technique médicale existe qu'elle doit être utilisée et qu'il suffit de l'encadrer. Si la médecine ne s'exerçait plus dans un cadre déontologique et institutionnel prévu par la loi française, pourraient être pratiquées en France des mutilations du corps des femmes, comme l'excision par exemple. Le fait que les hommes ne puissent pas avoir d'enfants ne relève pas d'une inégalité, d'une discrimination, mais d'une différence de nature avec les femmes. Une grossesse dure 9 mois, elle comporte des risques importants, elle peut. C'est une expérience affective très particulière pour chaque femme. Elle ne donne pas la vie comme on donne son sang. Or, la thèse selon laquelle on pourrait répondre par la généralisation de cette GPA gratuite et solidaire est une illusion, est un fantasme. Pourquoi? Je prends l'exemple aux États-Unis, le storytelling, qui est l'art de raconter des histoires, est pratiqué avec habileté. Il s'appuie sur l'émotionnel. Dans les discours américains, le poids des mots est éloquent. Il est chez nous aussi, de plus en plus. Les technologies sont au service de marchés très juteux pour les laboratoires. Mais le langage du marché, la loi du fric, du profit est évitée. Les rémunérations sont des compensations. Les parents qui souffrent, qui sont en souffrance d'enfants, ont besoin d'aide. Et les donneurs sont prêts à aider. Il y a ceux qui fournissent par altruisme et les autres qui consomment au nom de la générosité, comme si l'argent n'existait pas. Étonnant ce langage d'altruisme, de générosité, alors qu'il s'agit d'aliénation du corps. Comme l'a souligné une juriste française, je cite, la jouissance de la partie basse de l'appareil féminin, vagin, s'appellerait prostitution, et celui de la partie haute, utérus et ovaire, serait dans ce cas de l'altruisme rémunéré. La logique commerciale est à son comble. Parler de GPA éthique est pour nous une chimère, car dans la réalité, la gestation pour autrui s'inscrit dans un contrat de type commercial. Les contrats aux États-Unis contrôlent avec exactitude la vie de la mère porteuse, son alimentation, sa vie sexuelle, ses activités, son hygiène, tout ce qui fait partie de l'intime de chacun de nous, comme si son corps devenait l'instrument docile d'une conscience séparée, qu'il devait être indépendant de sa personne, de son histoire, de sa vie mentale ou psychique tout simplement, alors qu'il n'y a pas de cloison indépendante entre les deux. Posons-nous la question de savoir qui vend un rein pour survivre. Quels sont les choix des femmes, des mères porteuses en question? Aux États-Unis, elles n'ont pas de revenus propres. En Ukraine, en Inde, elles sont des femmes très pauvres, vers lesquelles ceux qui ont de l'argent se tournent. Elles se contentent de 5 000 $, 3 500 €, voire moins pour être mère porteuse, tandis qu'aux États-Unis, 100 000 à 200 000 $ sont à prévoir. De quel choix parlons-nous dans une société patriarcale où on assiste à une montée des intégrismes religieux, à une recrudescence des thèses réactionnaires qui cantonnent les femmes dans un rôle de procréation? De quel choix parle-t-on quand l'institution internationale s'appuie sur le désir des femmes à participer, à être actrices, mais pour être encore plus dominées et légitimer donc la mondialisation sur le plan économique? Quand dans notre pays, les salariés précaires seraient, selon le MEDEF, volontaires pour travailler le dimanche, pour mieux nous faire avaler la voie Macron.
De quel choix parle-t-on quand les mêmes pourraient dire demain aux femmes pauvres, précaires, sans ressources, mais il vous reste à porter un enfant pour autrui, car pendant ce temps-là, vous aurez de quoi manger et payer votre loyer. Voilà, 80% des pauvres de la planète sont des femmes. Leur corps est l'objet de pires violences, leurs parties génitales mutilées, 125 millions de femmes dans le monde. Dans les territoires en guerre, elles sont violées devant mari et enfants pour mieux faire céder et asservir les populations. Et il faudrait satisfaire les puissants de ce monde, permettre de répondre au business en ne disant rien sur cette exploitation et la marchandisation des corps. Voilà, pour nous, pour faire avancer les droits des femmes, il est vital de nous saisir de nos propres droits, de nos propres libertés, voilà, pour condamner toutes ces atteintes aux droits humains. Et puis on pourrait également donner la parole, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui, à tous ces enfants qui naissent aussi de gestation et pour lesquels il serait bien de demander la rapidité.